Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont déjà avec nous pour suivre ce webinaire. Hop. Alors, quelques informations très pratiques avant de démarrer. Donc, normalement, vous avez tous les micros et caméras coupés. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de le faire pour éviter voilà, un peu de bruit de fond. Mais sinon, on n'hésitera pas à le faire pour vous. On va avoir un certain nombre d'intervenants qui vont vous présenter quelques sujets au cours de cette matinée. On a prévu un temps de questions-réponses après chaque intervention. Donc, vous pouvez utiliser le chat voilà, pendant l'intervention ou juste après. Et on prévoira ce temps de questions-réponses entre chaque intervention. Et comme d'habitude, bien sûr, les présentations seront disponibles à l'issue du webinaire. Je remarque aussi que c'est un webinaire public et donc le webinaire est enregistré et sera accessible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà. Et enfin, en cas de problème, vous avez un petit numéro qui s'affiche à l'écran. C'est Pauline qui est présente en backup pour gérer tout souci. Donc, n'hésitez pas à l'appeler directement. Et sinon, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse Contact Alice. On vous répondra si besoin. Voilà. Voilà pour les aspects pratiques. Alors, sur le sommaire, ce qu'on vous a prévu pour cette matinée, je vais vous présenter très rapidement Alice pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis, je laisserai la parole à Jacques Arbeil, qui est donc directeur chez Enea Consulting, cabinet à qui on a confié la réalisation de l'étude sur le potentiel d'électrification des procédés thermiques. Ensuite, on aura les interventions de Pierre Pitot d'ID Partner et de Jean-Pierre Clérec d'Energy Pool pour nous présenter leurs solutions et des retours d'expérience sur des projets d'électrification. Et enfin, on aura l'intervention de Quentin Minier du service industrie de l'ADEME pour présenter la place de l'électrification dans les scénarios transition 2050 de l'ADEME. Voilà. Donc voilà sur la partie sommaire pour cette matinée. Et juste donc quelques mots avant de laisser la parole et de rentrer un peu dans le cœur du sujet. Donc Alice, on est une alliance dédiée à l'efficacité énergétique et la décarbonation de l'industrie. Et notre raison d'être, c'est vraiment de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la décarbonation de l'industrie. Donc à la fois des acteurs qui vont offrir des solutions pour décarboner et des acteurs qui sont en demande finalement de solutions, et puis l'ensemble des acteurs intermédiaires, cela afin de travailler ensemble et de faire émerger des solutions nouvelles pour décarboner justement nos sites industriels. On intervient donc sur l'ensemble des leviers de la décarbonation de l'industrie, et donc bien sûr efficacité énergétique, récupération, valorisation de chaleur fatale, intégration d'énergie alternative, et c'est notre thématique aujourd'hui, captage, valorisation du carbone, efficacité matière et économie circulaire, et des leviers beaucoup plus transverses, les outils numériques pour permettre justement cette transition et les enjeux de financement et de modèle économique. On est une structure indépendante, donc une structure d'animation indépendante, et on a été créé fin 2018 et aujourd'hui on rassemble un peu plus de 80 membres et partenaires pour mener à bien nos travaux. Et donc avec l'ensemble de cette communauté, on va réaliser à la fois des travaux collectifs. Et typiquement, le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une des études qu'on a menées donc, en 2021 et qui suit vraiment la logique des études collectives, c'est-à-dire sur des sujets choisis par nos membres, des sujets qu'on va travailler avec nos membres et pour lesquels les membres ont un accès privilégié à la totalité des résultats. Donc ça, c'est vraiment un des gros volets de notre activité. Ce travail a aussi pour vocation à finalement faire émerger des projets d'innovation collaboratifs, et donc nous on va faciliter pour faciliter vraiment l'émergence de ces projets. Et enfin, on a tout un volet de notre activité qui concerne vraiment l'animation de la communauté de nos adhérents, et puis vraiment la valorisation, porter les enjeux de la filière de la décarbonation de l'industrie auprès de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des industriels concernés. Typiquement, un webinaire comme aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Voilà, donc ce webinaire public a pour vocation à vous présenter
Les principaux enseignements donc d'une étude qu'on a menée en 2021 sur le potentiel d'électrification des procédés industriels thermiques, donc étude qu'on a confiée à Enea pour la réalisation. Et du coup, je vais tout de suite laisser la parole à Jacques Arbeil qui va vous en dire un petit peu plus. Voilà, Jacques. Merci Elietta, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Elietta, tu peux me confirmer qu'on m'entend bien? On t'entend bien et on te voit bien. Ok, n'hésitez pas à me dire sur le chat si ce n'est pas le cas. Merci pour l'introduction. Mon humble rôle dans cette session, c'est effectivement de vous présenter les principales conclusions de l'étude qu'on a menée donc, en 2021 sur le potentiel d'électrification des procédés industriels thermiques à horizon 2035. Alors évidemment, c'est 15 minutes de présentation, donc on va survoler un petit peu les conclusions. Évidemment, vous avez un rapport public qui est en ligne, qui ne reprend pas toutes les conclusions de l'étude, mais qui en reprend déjà beaucoup. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est en téléchargement directement sur le site d'Alice. Voilà. Juste pour resituer peut-être un peu le contexte, cette étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est en fait le deuxième volet d'une étude qui en a deux. Le premier volet, c'est la phase 1 que vous voyez à l'écran, qui a été menée par le CETIM et le CETIAT, qui sont des centres techniques de différentes industries. La phase 1 avait pour objectif de regarder quel était le potentiel d'électrification à l'échelle de certains sites industriels, donc une étude très technique et puis très spécifique pour aller dans le détail et comprendre quelles sont les technologies qui peuvent permettre aujourd'hui, et bien sûr des procédés thermiques, de remplacer le gaz ou le charbon par de l'électricité. Et on a souhaité en fait pouvoir mettre en regard de cette première phase une phase 2 qui est plus high level, si je puis me permettre, qui est une étude macro en fait, et qui a toutes ses limites, bien évidemment, vous le verrez au cours de ma présentation, mais dont l'objectif est vraiment de se dire, bon, en termes de térawattheure à l'échelle France en 2035, sur combien de térawattheures est-ce qu'on peut compter pour pouvoir transférer du thermique vers de l'électricité? Et comment est-ce qu'on objective tout ça avec des raisonnements qui sont à la fois techniques et économiques? Évidemment, il y a un rôle de l'économique et donc des prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, la tonne carbone, le charbon, etc. Donc ça, c'est des éléments qui ont été pris en considération aussi pour évaluer un potentiel, je dirais, réel et pragmatique. Et puis, il y a un volet de cette étude qui porte sur les externalités de cette électrification, afin de se dire, bon, très bien, on peut électrifier, c'est une belle opération en soi, mais du point de vue des tonnes carbone, du point de vue de l'emploi, du point de vue de l'impact sur le système électrique, est-ce que tout ça a du sens? Donc c'est un peu ça les trois objectifs que s'est donné l'étude, et je vais donc vous restituer les quelques éléments. Je propose peut-être de passer à la slide suivante. Voilà, en matière de contexte, peut-être pour démarrer comme message global, c'est de dire, du point de vue énergétique et du point de vue de la part des consommations, à la fois des énergies qui sont utilisées pour du chauffage thermique, et puis par ailleurs, du point de vue aussi de la carbonation de ces usages aujourd'hui, il est pertinent en fait d'envisager de l'électrification. Peut-être quelques chiffres de rappel que vous connaissez sans doute, mais qui font toujours, qui ont toujours beaucoup d'intérêt à être rappelés. Ce sur quoi on porte, sur quoi l'étude porte aujourd'hui, c'est vraiment donc l'industrie. L'industrie française, donc ça ne prend pas en compte par exemple le transport, qui pèse pour 32% des consommations finales d'énergie en 2019, ça ne prend pas évidemment en compte le résidentiel, ni l'agriculture et le tertiaire, et donc on parle du reste en fait, c'est une vingtaine de pourcents en fonction du périmètre que l'on choisit, si on met le raffinage et la fonte dedans ou pas, enfin, peu importe les détails, mais en gros ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on parle d'à peu près 20% des consommations énergétiques finales en France, donc consommation à 1,6, enfin 1600 TWh, je ne sais même pas ce que c'est l'échelle au-dessus des TWh, et donc on prend 20% de ce truc-là. C'est 373 TWh en gros à peu près, qui correspondent en matière de tonnes CO2 à 80 millions de tonnes de CO2. Donc on parle de 18% des émissions nationales de CO2. Donc c'est un gros objet. Et dedans, ce sur quoi on a décidé de se concentrer dans le cadre de cette étude, c'est pas de regarder tous les procédés, y compris par exemple les procédés mécaniques, etc. On s'est dit, on va regarder le thermique. La raison pour laquelle on s'est intéressé au thermique, c'est que ça pèse déjà 69% de ses consommations industrielles. Donc sur les 373 TWh industriels en France, l'étude porte sur 69% d'entre elles, donc 258 TWh. Donc déjà, on adresse un gros paquet. Et puis, d'autre part, vous avez aussi une espèce d'homogénéité dans
dans ces technologies, dans ces usages. Alors, je ne dis pas que tout est homogène, bien entendu, mais il y a un certain rationnel de réflexion qui fait que c'est pertinent de se porter sur le thermique. Voilà, et pour peut-être objectiver le fait que ça a une pertinence, en tout cas du point de vue d'un certain nombre de critères, c'est que, eh bien, d'une part, c'est l'électrification de l'industrie fait partie des leviers qui sont utilisés notamment dans la stratégie nationale bas carbone, hein. On a un objectif de 41% d'électrification industrielle dans cette stratégie-là en 2030 et 70% en 2050. On reviendra un tout petit peu sur ces chiffres un peu plus tard, notamment dans la conclusion. Et puis, comme vous le savez, évidemment, le mix électrique français est très décarboné hein, par rapport notamment à nos voisins allemands et autres. Et donc, il y a tout un intérêt à pouvoir switcher une partie de nos usages thermiques vers de l'électrique, d'où toute la pertinence de cette réflexion. Je propose d'avancer. Ok, une fois qu'on a dit ça, donc ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, voilà, sur cette part des 300 TWh à peu près, là dont je parlais, des 250 TWh dont je parlais un peu plus tôt, quelle est la part qui peut être effectivement électrifiée dans des conditions techniques pertinentes et puis dans des conditions économiques aussi qui font sens, puisque tout acteur industriel, évidemment, réfléchit rationnellement de ce point de vue-là. Cette slide a pour objectif, je dirais, de vous expliquer un petit peu la méthodologie qu'on a suivie. Vous verrez dans le rapport qu'il y a le détail est beaucoup plus étoffé, et donc je vous invite vraiment à aller voir si vous avez des questions sur certains secteurs, certains types d'usages, etc. Ce qu'on a fait tout d'abord, c'est qu'on a divisé le monde de l'industrie en plusieurs secteurs. Donc, on les verra sur un graphe un peu plus tard, mais évidemment la métallurgie, la sidérurgie, la papeterie, etc. Et puis on a divisé aussi je dirais de manière transversale, en type de technologies, d'usages thermiques qui sont aujourd'hui utilisés dans l'industrie. Donc les fours, qui sont utilisés à différentes fins, par exemple pour produire de l'acier, du métal, etc., pour fondre des métaux, ainsi de suite, mais aussi pour, par exemple, eh bien, faire des tuiles, des briques, etc., les cuire. Le chauffage des fluides, notamment pour produire de la vapeur ou de l'eau chaude, tout simplement dans certains process dans l'agroalimentaire par exemple, les sécheurs hein, qui permettent donc de sécher de la matière pour en récupérer la partie vraiment sèche, et puis la distillation que vous allez retrouver dans différents secteurs, notamment la chimie, les gaz industriels, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un petit peu notre canevas d'analyse qui nous a permis de cadrer l'étude. Donc vous verrez encore une fois dans le rapport tous les détails qui peuvent aller sur ces différents éléments. La première étape le premier filtre qu'on a passé pour pouvoir répondre à la question mais quel est le potentiel à 2035 de cette électrification, c'est de se dire, bon, bah, pour tous ces secteurs et chacun de ces usages, regardons quelle est la part aujourd'hui qui est consommée par de l'énergie thermique, qu'est-ce qui est déjà électrifié, donc on sort complètement de l'étude, puisque c'est déjà électrifié. Et puis sur ce qui reste, qui est aujourd'hui cette chaleur qui est produite, enfin ce thermique qui est produit aujourd'hui avec des combustibles fossiles, qu'est-ce qui techniquement peut être adressé par de l'électricité? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un certain nombre de choses et de manière à pouvoir se dire, est-ce que typiquement on peut, dans les fours, dans la sidérurgie par exemple, considérer que c'est 10% ou 60% qui peut être aujourd'hui substitué avec de l'électricité. Pour cela, on a regardé plusieurs facteurs. Le premier, c'est les températures d'opération. Alors vous imaginez bien que, par exemple, pour des températures qui commencent à dépasser les 1000 degrés, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent ça commence à devenir un peu compliqué d'électrifier, puisqu'il faut vraiment des puissances très importantes. On a regardé des contraintes techniques et opérationnelles diverses et variées. Par exemple, il y a je dirais, certains sites industriels qui ont des besoins d'avoir une flamme nue pour pouvoir avoir la qualité requise sur le produit qui est fabriqué. Et donc, passer à l'électrique n'est pas d'une évidence absolue. Donc là, par exemple, c'est pas possible de switcher à l'électrique. Donc là, on a affecté des pourcentages qui pouvaient être faibles. Et puis le troisième aspect qu'on a regardé, c'est la compétition avec d'autres voies de décarbonation. Typiquement, certains usages à basse température, par exemple, il peut être plus pertinent d'envisager du solaire thermique, de la géothermie, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est complètement envisagé. Sur des procédés également qui tiennent absolument à avoir du gaz, hein, pour des raisons techniques et opérationnelles,
le biogaz ou éventuellement l'hydrogène peuvent être aussi des sources d'énergie qui sont plus pertinentes que l'électricité. Et enfin, des solutions un peu plus traditionnelles comme la biomasse, par exemple, hein, pour produire de la chaleur, peuvent également être des solutions concurrentes. Donc, on a mis ces différents facteurs en regard de chacun de nos secteurs d'activité, en regard de chacun de ces usages thermiques. Et puis, on a affecté, en analysant avec des experts du secteur, un pourcentage. La distillation, par exemple, dans la chimie fine, bah, c'est tant de pourcents qui peut être substitué. Donc ça a été le premier filtre qui nous a permis de nous dire, bon voilà, le potentiel théorique, s'il n'y avait pas de contraintes économiques dans ce monde, voilà ce qu'il serait. Donc ça, c'est une première grille d'analyse. Vous retrouverez les résultats. Je pense que les commenter aujourd'hui n'étaient pas forcément très utiles. Mais en tout cas, vous avez cette première étape. La deuxième étape, c'est évidemment de passer le prisme économique. C'est de se dire, bon, bah voilà, maintenant, il y a un certain nombre d'usages qui peuvent être électrifiés, mais avec quelle pertinence économique? Alors pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des scénarios de prix. On s'est dit que, et puis l'avenir nous a donné raison, hein, de se dire, on ne peut pas considérer juste une trajectoire de prix d'électricité, de gaz, de charbon et de CO2. Il faut qu'on regarde dans un univers incertain des différents scénarios. Donc on s'est basé sur les prix qui sont fournis par la société Enerdata, hein, qui font référence vraiment dans le domaine. Et on a utilisé d'ailleurs 3 scénarios. Donc le scénario marron, hein, qui correspond en fait à un contexte où le gaz et l'électricité augmentent, mais de manière relative, le gaz augmente pas tant que ça par rapport à l'électricité. Le scénario bleu, qui est un scénario intermédiaire, et voilà, qui se comprendra avec le scénario vert. Et puis le scénario vert, véritablement, qui correspond à un scénario plutôt où l'électricité, je dirais, augmente, mais de manière soutenue, enfin raisonnable, pardon, là où le gaz et le charbon augmentent, pardon, de manière très soutenue. Et donc, si je simplifie un petit peu la question, le scénario vert est une situation plus favorable pour l'électrification, puisque le delta entre l'électricité et les autres sources fossiles sera plus en faveur de l'électricité, alors que le scénario marron, à contrario, le sera moins. Alors, comment est-ce qu'on a factorisé ça dans notre analyse? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a sélectionné tout un tas de technologies. En réalité, on a sélectionné 7 technologies d'électrification qui pouvaient être pertinentes, allant des pompes à chaleur, en passant par le four à induction, les fours à arc, bien évidemment. Et pour chacune de ces technologies, on a calculé à chaque pas de temps un coût complet d'utilisation de cette technologie pour les industries. En se disant, bah, on prend les CAPEX, on prend les OPEX, on prend le coût énergétique qui va venir des différents scénarios, et on va regarder pour un industriel sur un horizon de temps de 15-20 ans, en fonction de la technologie et de sa durée de vie, je dirais. On se dit, bah, du point de vue de l'industriel, à l'instant T, dans notre horizon de modélisation, quel est le coût complet de remplacer par exemple un four à gaz par un four à arc, tout simplement. Et on a comparé comme ça donc ce qu'on appelle les LCE, hein, les coûts complets de possession et d'utilisation de ces technologies. Et ce qu'on s'est donné comme règle de conversion à l'électrique, c'est de se dire, en fonction du pourcentage d'écart entre le LCE avec la technologie électrique et le LCE avec la technologie gaz, on va avoir un taux d'adoption qui va être de plus en plus important à mesure que cet écart s'agrandit. Donc c'est le petit graphe que vous avez tout en bas sur cette slide. Typiquement, vous avez les écarts relatifs de coût complet. Donc, par exemple, 10%, si vous avez 10% d'écart entre la technologie ELEC qui fait le plus sens par rapport à la technologie fossile, charbon ou gaz, la plupart du temps c'était quand même gaz, de 10%, eh bien on estime que sur le potentiel théorique que l'on a estimé, eh bien il y a 40% qui pourront être à peu près, hein, je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est à peu près 40% qui peuvent être réalisés. D'accord? Et c'est vraiment comme ça, donc secteur par secteur, usage par usage, en définissant une technologie pour chaque usage qui était la plus pertinente, qu'on a recalculé et défini quel était le gisement réalisable économiquement pour ce secteur et cet usage. Voilà peut-être pour la méthodologie, je me suis un petit peu attardé, mais il me semblait important de bien vous faire comprendre un petit peu le rationnel, ce qui évidemment, j'imagine qu'il y aura des... Jacques, il te reste un petit peu moins de 5 minutes. Ça marche, très bien, je pense que ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais passer sur les limites, mais en tout cas, en ce qui concerne les résultats très macro, vous verrez dans le détail un peu plus en détail. Ce qu'il faut regarder sur cette slide, je pense, c'est deux chiffres qui sont importants. C'est que donc, notre gisement, c'est 258 TWh. Hein, sur ces 258 TWh, vous avez 18 TWh qui sont déjà électrifiés. Donc, je les sors. Sur le reste,
en réalité, quand vous regardez, vous avez 69 TWh qui peuvent être techniquement substituables avec de l'électricité. Donc finalement, on se dit que c'est beaucoup, 69 TWh, c'est loin d'être négligeable, mais il reste une part significative, 171, qui ne peuvent pas l'être. Sur ces 69 TWh, si on est capable de tous les faire transformer à l'électricité, cela se transforme en 46 TWh. C'est pour des enjeux en réalité de rendement de ces technologies qui sont meilleures à l'électricité que dans le contexte actuel. Et quand on regarde ça au prisme économique, donc en passant par la molinette que je vous ai décrite sur la partie économique, dans le scénario vert, en réalité, les conditions économiques font qu'à 2035, en fait, vous avez la totalité du potentiel qui peut être atteinte. C'est-à-dire que pour tous les industriels, on estime que les LCE seront suffisamment en écart entre l'électricité et le gaz pour que tout le monde switch. Tout le monde, enfin, il y a 1% de différence, mais c'est mineur. Et puis dans le scénario marron, si je regarde vraiment l'extrême inverse, on n'atteint que 36 TWh. Donc la moitié de ce gisement qui pourrait être atteint et 15% du total. Donc, il se trouve que dans l'univers des possibles, vous voyez bien qu'on a soit la possibilité, dans des conditions très favorables, d'avoir tout le gisement qui est atteint, ou et effectivement, une partie ne pourrait pas être atteinte. Et c'est bien dommage, puisque tout ça fait sens du point de vue carbone, et ça amènera à quelques conclusions que je vous apporterai en fin de cette session. Je vous propose de regarder un tout petit peu plus en détail les résultats, notamment regarder par type d'industrie. Ce qui est intéressant, je crois, sur cette slide, c'est de regarder le slide de droite qui vous présente en fait le gisement secteur par secteur, en commençant par la chimie base, qui a le plus gros potentiel technique d'électrification, donc 21 TWh, la sidérurgie, l'agroalimentaire, etc. Et les barres de couleur représentent ce qui est atteignable dans chacun des scénarios. Donc typiquement sur la chimie base, vous avez 21 TWh qui peuvent switcher à l'électricité, ce qui est considérable. Mais sur ces 21 TWh, si les conditions de marché ne sont pas très favorables à cela, donc si on est dans le scénario marron en d'autres termes, vous n'aurez que 7 TWh qui seront atteints. Et puis en fait, les 21 TWh seront véritablement atteints dans le cadre d'un scénario qui est beaucoup plus favorable, donc dans le scénario vert. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il y a un levier très important, sur lequel on peut vraiment aller chercher cette électrification et donc avoir des gains de rendement et puis des gains évidemment de tonnes CO2 émises. La chimie, les minéraux non métalliques par exemple, l'agroalimentaire et les papiers et impression représente par exemple un tiers de ce potentiel, représente la majeure partie de ce potentiel. Mais nécessite évidemment, comme vous voyez, les barres vertes, un certain nombre d'aides en réalité pour pouvoir atteindre ce potentiel plat. À l'inverse, vous regardez la sidérurgie, alors c'est très concentré sur une technologie très particulière, les hauts fourneaux en réalité, qui tournent aujourd'hui avec des ressources fossiles. Il y en a très peu en France en réalité, ça se compte sur les deux doigts de la main. Mais il y a un potentiel là qui est considérable, qui est atteignable avec des conditions de marché qui sont tout à fait réalisables. Il faut noter aussi que sur ce potentiel là que vous voyez sur la sidérurgie de 10 TWh qui sont actionnables très facilement, il y a un certain nombre de projets qui sont déjà en cours auprès des sidérurgistes en question. Et donc ce gisement va sans aucun doute être atteint dans les prochaines années. Voilà, je vais passer peut-être à la suite pour être sûr de bien boucler ma présentation. Désolé, je me suis un peu attardé sur la méthode, mais je pense que c'était important. Et peut-être pour finaliser sur cette présentation de cette étude, ce que je voulais les portes que je voulais ouvrir sur cette slide, c'est les impacts et les externalités sur lesquelles on a pu aussi s'attarder. On a regardé plusieurs choses. La première, c'est l'impact sur le système électrique. C'est bien beau de dire on va injecter, on va absorber 50 TWh à peu près d'électricité en plus à 2035, mais est-ce que le système électrique est capable de l'absorber? La réponse, au premier ordre, évidemment, on est loin d'être RTE, de pouvoir faire foi dans ce domaine, mais la réponse est oui. Il semblerait qu'il n'y ait pas de contrainte particulière, à peut-être 2 nuances près. C'est-à-dire qu'en énergie, ça passe. Les scénarios de RTE renouvelables, etc., montrent qu'il y a des surplus d'énergie qui pourront largement absorber ces 50 TWh. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est sur la capacité. Est-ce que la capacité du système électrique sera en mesure d'absorber ces gigawatts en plus de consommation instantanée? La réponse est oui, c'est manageable, mais très probablement des flexibilités seront nécessaires à mettre en place, et notamment le placement, puisqu'on parle de l'industrie ici.
Et l'autre question va être sur les investissements réseau. Donc, est-ce que le réseau électrique va être capable de l'absorber? La réponse est au premier ordre oui, si les investissements sont maintenus, hein, si évidemment on continue à investir dans le réseau électrique, et potentiellement, et c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé et qui pourrait être une ouverture intéressante, sur certaines zones dans lesquelles il y a des nœuds industriels très importants et un réseau aujourd'hui qui est un petit peu faible, il pourrait y avoir quelques tensions, mais c'est à regarder au cas par cas. Ça, c'est la première externalité qui est intéressante, je trouve, et que je voulais vous partager. La deuxième, c'est sur les tonnes de CO2 économisées. On a regardé le bilan net de tonnes CO2 que cette électrification permettrait d'avoir. Et en réalité, sur quoi on arrive, c'est qu'on arriverait à économiser 12% des émissions de CO2 dans l'industrie, ce qui est faible, et en même temps, ça représente de l'ordre de 10 millions de tonnes à peu près. Donc 10 millions de tonnes, c'est pas rien par rapport à nos objectifs de neutralité carbone à 2050, je crois que c'est 550 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est ça de gagner, je dirais, par rapport à notre enjeu. Donc, il y a un impact sûr avec des technologies aujourd'hui qui sont facilement implémentables dans des conditions de marché qui n'ont pas à bouger tant que ça. Donc, le message est aussi important ici. Et puis, enfin, on a regardé l'impact sur l'emploi. Alors, évidemment, il y a des enjeux sur les impacts, des impacts sur les filières existantes, gaz et charbon. Mais ce qu'on a regardé aussi, c'est du point de vue de la filière électrique aujourd'hui, ce que dit l'UFE, qui a rendu un rapport il y a quelques temps sur la question, c'est que cette électrification de l'industrie pourrait contribuer au total, et il faut considérer que ce ne sera pas uniquement ces 46 TWh qui vont générer ça, mais ils vont largement y contribuer. Il y a un impact emploi qui se compte en plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et donc, il y a un impact positif de ce point de vue-là. Évidemment, il y a des enjeux sur la filière gazière, sur la filière charbon qui sont en cours, qui sont à peu près d'ailleurs du même ordre, mais donc il y a une véritable réflexion sur l'emploi à mener, notamment pour la conversion des ressources. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là en ayant accéléré un petit peu sur la fin. Je suis ravi de prendre vos questions si vous en avez, Oui. mais sinon de conclure un peu plus tard. Merci Jacques. Alors, je crois qu'on n'a pas de questions pour le moment. En tout cas, j'en vois pas encore dans le chat. Peut-être juste une question pour permettre aux gens de rédiger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les technologies qui ont été regardées permettant d'électrifier? Puis ça permettra de faire la transition aussi avec la suite. Absolument. Alors, je vous le disais, on a regardé 7 technologies qui me semblaient les plus pertinentes, et c'est au gré des échanges avec les centres techniques industriels, CETIM, CETIAT, etc. On a également discuté avec un certain nombre de fournisseurs de technologies qui connaissent très, très bien leur métier, et puis regardons ce que l'industrie fait. Il y a les résistances qui représentent un gros gisement quand même. C'est des technologies très simples, avec tout un tas de complexités qu'on peut trouver, mais néanmoins conceptuellement relativement simple. C'est la première technologie. Les pompes à chaleur qui ont la particularité, je dirais, d'être avec des très bons rendements, mais qui coûtent cher au CAPEX. Donc il y a des, vous verrez dans le rapport qu'il y a des scénarios dans lesquels eh bien, les pompes à chaleur deviennent économiques quand justement le prix de l'électricité est particulièrement bas. Voilà. Les fours à conduction, les fours à induction, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Et puis des technologies de compression mécanique, de vapeur, de micro-ondes, et évidemment les fours à art qui sont déjà bien utilisés dans l'industrie, mais qui peuvent, notamment pour la production d'acier, être véritablement un vecteur d'électrification assez simple. Très bien, merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route. Jacques peut aussi vous répondre pendant les autres interventions. Merci Jacques, je te redonne la parole à la fin pour conclure un peu tout ça. Et on va passer tout de suite. À Pierre Pitot, d'IT Partner, qui va vous parler justement de sa solution d'induction. Ok. M'entendez-vous? Alors, on vous entend, je ne vous vois pas, mais ça va peut-être Est-ce bon? arriver. Ça y est, c'est bon, c'est parfait. Eh ben, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Alice pour cette invitation et pour cette présentation et l'organisation de ces synthèses. Je suis Pierre Pitot, je suis gérant et fondateur de la société qui s'appelle ID Partner, avec sa marque IS Process. Notre métier, c'est de proposer des solutions pour électrifier ce qu'on appelle
l'industrie du génie des procédés. On va parler de génie des procédés toutes les fois qu'on prend de la matière et qu'on va transformer cette matière. Ça peut toucher aussi bien des choses comme la cosmétique. Pour du rouge à lèvres, il faut le mettre dans un tube, de façon très simple. Ça peut être de l'agroalimentaire, comme faire du caramel. Et ça peut aussi être de la chimie ou de la chimie fine. L'électricité, c'est quelque chose c'est une énergie qui a plusieurs caractéristiques. C'est une énergie qui est difficilement stockable. C'est une énergie qui est par contre particulièrement dynamique. On le voit sur une table d'induction domestique, si on parle de thermique, on le voit très bien si on a une voiture électrique. Puis c'est une énergie noble. Alors, quand on a une énergie noble comme ça, c'est quand même dommage de la dégrader. On va la dégrader quand on va faire de la thermique. On va la dégrader en particulier quand on va faire de la thermique basse température. On va voir, sur cette premier transparent, on voit 5 systèmes de chauffage. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le premier. Sur le premier, c'est une cartouche chauffante. C'est une résistance électrique. Ouais, j'ai entendu, en effet, c'est un truc qui est super, c'est pas cher, ça vaut rien. Par contre, pour transmettre la chaleur à un procédé, par exemple, tiens, je parlais de fusion de rouge à lèvres, on va être amené à chauffer soit un bain-marie, soit un fluide, soit une grosse masse d'aluminium. On s'aperçoit qu'en faisant ça, on retombe sur le défaut des plaques fontes de nos parents, beaucoup d'inertie, beaucoup d'énergie qui sont stockées, soit dans des fils de transfert, soit dans des matériaux inertes. Sur un procédé cyclique, il y a à minima 30% de l'énergie qui est stockée dans ces matières inertes. Et puis, ouais, c'est pas cher, n'empêche qu'il y a de la maintenance, ça casse, ça arrête la production. On a les 4 autres systèmes. Il y a ce qu'on appelle le chauffage ohmique. Donc, dans ce cas-là, on fait directement passer le courant dans le produit qui est à chauffer. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de four à arc. Quelque part, c'est du chauffage par passage direct du courant. Le chauffage ohmique tel qu'il est dessiné là, ça représente plutôt ce qu'on va trouver sur certaines applications en fait, de la pasteurisation. On va faire directement passer, par exemple, le courant dans un flux de petits pois. Les 3 autres systèmes, ce sont des systèmes qui sont des systèmes sans contact. Il y a l'infrarouge qui est bien connu, avec différentes longueurs d'onde, différentes puissances. Alors, ici, je fais déjà un tout petit comparatif par rapport à l'induction. Aujourd'hui, sur une des applications où on va remplacer l'infrarouge, le client était à 100 kW de puissance infrarouge. Avec l'induction, on arrive à passer à 50 kW de puissance installée. Le micro-ondes. Alors, le micro-ondes qui est représenté là, c'est volontairement un petit clin d'œil parce que ce sont toutes une application électroménager. N'empêche que c'est beaucoup utilisé dans l'industrie avec différentes fréquences. Tout le monde voit un petit peu les avantages et les inconvénients du micro-ondes. Et puis l'induction, qui est sur l'image de droite. Là, on vient chauffer une petite barre dans un réacteur qui est au départ prévu pour faire du chauffage de nanoparticules. L'induction, pour que ça marche bien, ça veut dire aussi voir l'ensemble du procédé, pas juste dire je remplace mon système de chauffage, par exemple un chauffage vapeur, par un système d'induction. Alors, une prochaine diapo. Comment ? Merci. OK. Alors, pour traiter ce système cette technologie de façon un peu globale, être capable de proposer à nos clients une solution globale, on a constitué chez nous ce qu'on appelle une équipe 5-5-3, avec 5 expertises qui vont de l'électromagnétisme, avec le fil de Litz qui permet d'avoir des rendements de l'ordre de 97% en induction. À la chimie, on est aussi une équipe multinationale, ce qui nous permet d'avoir différentes approches. Et puis, il y a 3 passions qui nous animent. Il y a une passion pour tout ce qui est décarbonation, transition énergétique. Il y a une passion, même si ça fait parfois un peu sourire, pour tout ce qui est industrie française et européenne, la réindustrialisation. Puis il y a une passion pour l'innovation. Alors, pour faire tout ça, on est aussi bien entouré, parce qu'on fait partie d'Accélera, fait partie d'Alice,
On a une reconnaissance de l'ADEME, on travaille avec BPI France et puis avec, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Next. Il vous reste moins de 5 minutes, Pierre. OK, bah, j'accélère. Merci. Donc, c'est une solution pour la transition. Système traditionnel, une chaudière vapeur. La vapeur, elle est distribuée à l'intérieur de l'usine. Si on veut agrandir, augmenter la production, il faut augmenter la chaudière. Il y a des pertes en ligne. Voilà. Avec une solution induction traditionnelle, avec une solution induction, on vient chauffer directement la paroi. On a quelque chose qui nous permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. Et sans modification, on a une très très grande plage de température, puisqu'on peut travailler entre 20 et 400 degrés. Next. Et puis c'est de l'énergie électrique. Next. Merci. Alors ça, c'est un exemple de fusion de matière grasse. L'induction, elle a un gros avantage, parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance pour venir apporter la chaleur latente de fusion. Et puis on a aussi besoin de précision quand on va arriver à température nominale pour ne pas abîmer la matière. Alors pour que ça marche bien, ça, faut aussi réfléchir à la totalité de la géométrie de la cuve. Typiquement, si vous êtes chez vous et que vous voulez faire fondre du chocolat sur une table d'induction, et puis vous prenez un bain-marie, c'est pas la peine d'avoir de l'induction. Donc, next. Alors l'induction, c'est aussi très bien pour chauffer tout ce qui bouge. Il n'y a pas de contact. Donc on va pouvoir chauffer des tapis, on va pouvoir chauffer des rouleaux, puis parfois dans ce qui bouge, par rapport à tout ce qui est système de cartouches chauffantes ou d'huile, on va pouvoir chauffer uniquement la partie qui nous intéresse. Par exemple, dans certains rouleaux, on a l'envie de chauffer que la partie qu'on va appeler une lame chauffante. Alors là, si on parle aussi consommation d'énergie, dynamisme du système, là où il fallait installer 50 kW sur un rouleau pour pouvoir le chauffer, juste avec quelques kilowatts, on va être capable de chauffer la partie la partie utile. Et puis on a un système qui est aussi quasi instantané, et ça on va le voir, c'est quelque chose qui est vraiment utile dans un certain nombre d'applications. Next. Ça permet aussi l'induction de faire ce qu'on appelle du chauffage en ligne. Alors le chauffage en ligne, ça peut être dans une installation qui est déjà définie, ajouter quelques kilowatts de puissance. Ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être des réacteurs qu'on appelle des réacteurs en ligne. Le réacteur en ligne, il y a plusieurs avantages. Il a qui permet de moins stocker de matériel qui sont de matières réactives à l'intérieur du réacteur. Il a aussi qu'il est extrêmement dynamique. Le fait d'être extrêmement dynamique, ça répond au nouveau marché de la flexibilité, parce que tout à l'heure, nous avons dit que l'énergie électrique, c'était quelque chose de pas flexible. Et puis, ça permet d'avoir commencé à réfléchir avec des systèmes de chauffage, d'utilisation du chauffage complètement différents. Par exemple, avec des réacteurs qu'on a à base de nanoparticules, ou avec des catalyseurs hétérogènes. Voilà, donc, on se retrouve avec des systèmes qui sont extrêmement flexibles. On se retrouve avec des systèmes qui permettent aussi de faire des petites unités de production. Donc, ils vont pouvoir permettre de transformer localement l'énergie, par exemple l'énergie d'une éolienne en mer, directement dans un produit qui, lui, est stockable et transportable. Exemple, CH4, méthanol et ammoniac. Next. Et puis l'induction, c'est quelque chose, sa installation ne tient pas beaucoup de place. Alors du coup, c'est tout à fait compatible avec certains mixtes énergétiques. On va pouvoir, par exemple, combiner un système de chauffage en ligne, on va apporter énormément d'énergie, avec derrière juste un four de maintien sur un haut rendement qui va permettre à la chaleur de se diffuser. On va aussi, on a dégradé finalement quelque part, on fait de la thermique, donc on dégrade une énergie noble. C'est quand même réellement dommage derrière de perdre, par exemple, toutes les énergies qui sont contenues dans les vapeurs. Si je regarde la confiture, une machine à fabrication de confiture avec 200 kW, c'est 200 kW qui terminent dans la rivière. Un système d'induction, c'est quelque chose qui peut s'introduire dans ce genre de système, et derrière, avec la recompression de vapeur, des pompes à chaleur haute température, on peut soit réinjecter des vapeurs classiquement dans les réseaux d'eau chaude, soit l'induction permet de laisser suffisamment de place dans le système pour pouvoir être réintroduit directement dans le système.
ce moment-là, l'induction devient un système qui permet d'allumer le procédé. Puis, derrière, on consomme jusqu'à 3 à 4 fois moins de puissance pour réaliser l'opération. Next. Alors ça, c'est un autre exemple pour montrer pourquoi l'induction, c'est intéressant. L'induction, elle fonctionne que si on s'en sert. Si je prends la forge à charbon, vous mettez la forge à charbon en marche le matin, elle va fonctionner toute la journée, le téléphone, il sonne, il y a la pause, n'empêche qu'il y a toujours une puissance talon qui fonctionne. Alors quand on regarde sur une application type forgerie artisanale, au bilan, un jour de forge en charbon, ça coûte 58 €, ça coûte 6,30 € d'électricité. En consommation énergétique, 280 kWh. En électricité, 36 kWh. Et puis en émission de CO2, il n'y a pas photo, 100 d'un côté, 100 kg de CO2 d'un côté et 3 kg de CO2 de l'autre côté. Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'induction ne fonctionne que si on s'en sert. Et ça, c'est un très gros atout. Next. Alors moi, je l'insiste, l'électricité, c'est une énergie noble. Si vous électrifiez votre procédé, il faut accepter de revoir vos procédés de fabrication. Il faut aussi en profiter, parce qu'aujourd'hui, l'État est quand même là pour vous et pour nous soutenir dans ces opérations. L'induction, en plus, une fois qu'elle est installée, permet de produire moins cher, avec plus de classe, plus de sécurité, moins de pertes. Et puis, pour qui a eu fréquenté les cuisines professionnelles il y a une vingtaine d'années, c'est aussi l'apport d'induction, un vrai apport de confort de travail. Voilà. Et puis, c'est aussi une opportunité pour demain, pour la flexibilité de l'utilisation de l'énergie électrique. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Pierre. Alors je vois qu'on a une question, mais c'est une question pour Jacques. Alors Jacques, je te laisserai peut-être répondre dans le chat directement. Moi, j'ai peut-être juste une question pour vous. Est-ce que vous évoquez l'impact en termes de décarbonation, parce que déjà, on ne chauffe que ce dont on a besoin. Et puis, c'est quand même un moyen d'électrifier. Donc, quand on compare à du charbon, le calcul est vite fait. Est-ce que vous avez vu un changement dans les demandes de vos clients, on va dire depuis quelques années, depuis qu'on parle de plus en plus justement de décarbonation et qu'il y a aussi de plus en plus de soutien public pour ça? Est-ce que vous avez eu plus de demandes de la part de vos clients? Alors, deux choses. Oui, plus de demandes. C'est-à-dire qu'avant, quelque chose qui était un petit peu exceptionnel, des gens qui cherchaient à augmenter, à réduire leur temps de production ou à faciliter leur production, c'est devenu qui étaient des demandes qui arrivaient à peu près une demande par mois. On est à 3 ou 4 demandes par mois. La nature des demandes est aussi en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer dans le sens où quand on a une demande qui arrive, il y a la partie récupération d'énergie thermique qui vient avec. Donc typiquement, comment je peux faire pour récupérer l'énergie de mes vapeurs? D'accord. Donc ça, c'est des projets sur lesquels vous allez travailler avec d'autres partenaires? Oui. Très bien. Très bien. Bon, je vous remercie. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions et donc on va tout de suite passer hop, à la présentation suivante. Merci Pierre. Et pareil, si vous avez d'autres questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Jean-Pierre, du coup, c'est à vous la parole pour présenter un peu les retours d'expérience d'Energypool. Très bien, merci. Donc, je suis Jean-Pierre Clérec, je dirige les activités Western Europe d'Energypool. Donc, sur le slide suivant, là, je vais faire un petit arrêt sur les activités d'Energypool. Si vous pouvez, voilà. Donc, Energypool, c'est une société récente qui a une dizaine d'années et nous sommes un opérateur historique de flexibilité. C'est le métier de base, l'effacement dont Jacques Arbeil a parlé tout à l'heure. Et on a 150 collaborateurs et on fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur différents continents, la France, le Japon en particulier ou la Turquie. Et au-delà des activités de flexibilité qui sont notre cœur de métier, nous avons étoffé notre offre pour répondre aux besoins des clients et notamment des industriels avec des activités de
de conseil de logiciels, mais surtout, et ça va être le cœur de ma présentation, l'activité d'accompagnement des industriels pour transformer leurs procédés et les décarboner. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, Jacques, tout à l'heure, a parlé un peu du potentiel théorique qu'on a du point de vue industriel d'électrification des procédés. De façon concrète, en fait, nous, notre métier, c'est d'accompagner les industriels et de mettre en œuvre ces projets-là. Et en fait, la pratique que nous avons depuis quelques années, donc ça fait 1 an ou 2 ans que finalement cette demande est très présente, notre expérience nous conduit à penser qu'en fait, à chaque projet posé par un industriel, en fait, il faut apporter une réponse spécifique. Et notre idée, c'est de dire qu'il faut apporter en fait tout un écosystème d'acteurs et de solutions autour du projet. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de solution sur catalogue. On ne décarbone pas comme ça en allant chez Darty. Et il faut d'abord gérer le projet et il y a un certain nombre d'acteurs dont on a besoin. Un agrégateur de flexibilité, ça c'est notre cœur de métier parce qu'on apporte un revenu, on le verra tout à l'heure. On a besoin aussi de solutions techniques, donc les équipementiers vont apporter un rôle majeur. On a besoin de sociétés d'ingénierie. On a aussi besoin de s'assurer que l'énergie électrique qu'on apporte, elle est verte et donc il y a un lien très fort avec la production d'énergie renouvelable. Et on a aussi des solutions, des problématiques de financement. Très souvent, les industriels ont des problématiques de financement et nous avons la capacité où les industriels sont très attirés par des solutions de financement ou de tiers financement. Et ce que nous faisons, en fait, c'est en travaillant sous forme d'écosystème, on apporte en fait aux clients d'abord des solutions matures avec des TRL élevés au-delà de 7, dont Jacques quelque part a parlé. On apporte des solutions d'électrification, mais aussi d'hybridation. Donc, c'est le mix des énergies, notamment gaz et électricité, dont je parlerai tout à l'heure. Et ça nous permet de moderniser les équipements. Le bénéfice pour les clients, c'est la réduction de CO2, bien sûr. Les revenus liés à la valorisation de la flex, et ça, c'est un élément majeur pour générer de la rentabilité sur le projet et, in fine, avoir un projet qui tienne la route en termes de TRI, en termes de rentabilité économique. Alors, si on regarde le slide suivant, et je vais insister sur l'élément majeur, ce que notre expérience, en fait, elle consiste à dire que je vais apporter une solution technologique mature et ça peut être des résistances, pompe à chaleur, ça peut être de la compression mécanique de vapeur. On a parlé tout à l'heure d'induction ou d'infrarouge. Et on va passer d'un fonctionnement gaz-only à un fonctionnement mix gaz-électricité. Et cette hybridation finalement du process va apporter des avantages technico-économiques qui vont permettre à l'industriel, quelque part, de rentabiliser le projet. Donc, le premier, bien sûr, en switchant de gaz à électricité, je vais réduire les émissions de CO2. Mais je vais aussi, fondamentalement, pouvoir gérer des arbitrages gaz et électricité. Les mois derniers nous ont montré qu'on avait des situations sur le marché de l'énergie extrêmement compliquées, extrêmement complexes. Et quelque part, en étant mono-énergie, on est exposé de façon radicale à des fluctuations de marché. Le fait d'avoir ce double levier gaz-électricité est un atout majeur. Le fait d'avoir aussi un approvisionnement en électricité donne par la flexibilité des revenus par des systèmes qu'on rend au niveau du système électrique. Donc, ça permet de sécuriser ces approvisionnements énergétiques et ça permet aussi de regarder des solutions long terme de sécurisation de l'énergie, notamment via la négociation de contrats, par exemple de PPA, qui sont des choses qui deviennent maintenant des réalités pour les industriels. Le fait
d'avoir l'énergie électrique comme énergie de base permet d'avoir des revenus liés à cette flexibilité. Et ce que nous construisons avec les industriels, c'est des engagements long terme qui permettent quelque part de sécuriser des revenus sur le long terme et donc d'apporter des revenus aux projets qu'on développe avec l'industriel. Et in fine, last but not least, donc tout à l'heure, les différents intervenants en ont parlé. Il y a au niveau de l'ADEME, il y a des ressources de financement qui sont importantes. Il y a un certain nombre d'appels à projets et il y a une technicité quelque part sur la façon de préparer des dossiers de financement qui est importante et qui permettent d'avoir des financements qui peuvent aller, qui peuvent représenter des montants extrêmement importants de l'investissement. Alors, quand on gère le projet, et ce sera le slide suivant, on a en fait, avec cet écosystème en fait, de partenaires qu'on va mener, on va travailler sur le businessment du projet. Donc, on va définir le scope. Et derrière, il y a tout un nombre de paramètres et donc de contrats derrière à aligner. La problématique d'approvisionnement en énergie avec les prix et donc les contrats gaz et électricité. Le cœur du projet avec la partie CAPEX qui est significative. Donc, le point important qu'on va considérer aussi, c'est la partie OPEX, les coûts de fonctionnement de la solution. Et ce que nous allons, nous en particulier, Energypool, c'est de s'assurer qu'on puisse optimiser ce système qui devient complexe, multi-énergie, en travaillant sur ces différents leviers qu'on va avoir. Donc, la consommation gaz, la consommation électrique, avec les équilibres de pricing qu'on peut déterminer. Et on va pouvoir aussi définir et optimiser les revenus liés à la valorisation de la flexibilité sur les différents marchés en fonction des besoins du système électrique. Et bien évidemment, donc il y a les gains économiques liés à la réduction des émissions de CO2. Donc à partir de ça, on va dégager la rentabilité du projet. On va identifier donc ces économies de CO2. Et il y a un exercice extrêmement important et que je souligne ici qui consiste à voir quel est finalement le rôle que chacun des acteurs va pouvoir jouer dans ce projet-là et de voir notamment quelle est l'allocation des risques qui va être supportée par l'ensemble des acteurs. Donc l'acteur industriel va bien entendu supporter le risque projet dans son ensemble, hein, sur l'investissement et sur la transformation de son procédé. Ceci étant dit, chacun des acteurs va apporter sa contribution. Ça peut être le risque sur la fiabilité de la technologie qui est employée, ou pour Energypool, ça peut être la sécurisation des revenus de flexibilité qu'on va pouvoir employer. Donc, voilà la méthodologie qu'on utilise et je vais donner un exemple pratique qui est en cours et qui est extrêmement concret. Nous travaillons en ce moment avec une entreprise qui s'appelle Ugitech, donc c'est une très grosse aciérie. Et juste pour vous donner quelques idées, on est sur un four qui aujourd'hui fonctionne à gaz. Donc les températures métal à la sortie du four, c'est 1300 degrés. Et on est en train en fait de transformer en fait le système de chauffe pour l'hybrider. Donc on a une vue 3D du système qu'on met en place et on va venir insérer des épingles chauffantes qui vont quelque part permettre de passer d'un système gaz uniquement à un système gaz plus électricité. Donc on voit que c'est des puissances électriques extrêmement importantes, 11 mégawatts. On est vraiment dans l'industrie lourde. Les investissements sont extrêmement significatifs. Là, on parle d'un montant de 6 millions d'euros. Et les impacts CO2, c'est 7000 tonnes de CO2 évitées par an sur le site grâce à la mise en œuvre de cette expérience-là, de ce projet-là. Et en l'occurrence, là,
l'écosystème qu'on a recueilli autour du JTEC comporte Energypool et ici, c'est John Cockerill qui va venir apporter la technologie. Et nous travaillons donc sur le projet industriel, le sourcing en matière d'énergie, la valorisation du CO2 et nous sommes en train donc de concevoir, je dirais, la structure projet et la structure capitalistique qui va porter le projet pour mener ce projet à bien. Donc le projet est en cours et j'espère que dans les mois qui viennent, on aura l'occasion de voir cette belle réalisation de façon opérationnelle et délivrer les résultats attendus. Donc, voilà les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci Jean-Pierre. Alors pareil, on n'a pas de questions pour le moment. Peut-être juste, est-ce que, donc là on a un bel exemple chez Ugitac en sidérurgie. Est-ce que vous avez des exemples un peu d'applications dans d'autres secteurs, que ce soit pour de l'électro... Ah, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Nous, on t'entend, Elietta. Ah, vous m'entendez, donc c'est juste Jean-Pierre qui ne m'entend pas. Vous m'entendez Jean-Pierre ou toujours pas? Bon, c'est pas grave. Si les autres intervenants m'entendent, ce que je vous propose, c'était savoir, je voulais juste poser la question, mais je le mettrai dans le chat pour savoir si vous avez des applications dans d'autres secteurs, mais je le mettrai dans le chat et je vais tout de suite, pour pas perdre de temps, passer la parole à l'ADEME. Hop. Voilà, et Quentin, je vous laisse prendre la main. Donc, c'est bon, vous l'avez fait pour la présentation. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est Voilà, bon, c'est revenu. Du coup, bon. on passe à la présentation suivante. Ça marche. Pas de souci. Ok, bon, très bien, merci beaucoup. Donc oui, je vais présenter avec vous les scénarios transition 2050 qui ont été menés par l'ADEME, publiés en novembre dernier, sur un axe électrification. Et donc, sans plus attendre, je vais d'abord faire un rappel des différents scénarios et de la manière dans laquelle l'industrie s'inscrit, dans laquelle l'industrie s'y inscrit, avec d'abord un scénario S1 de génération frugale, qui est le scénario de la sobriété, dans lequel le citoyen a la main sur la décarbonation au premier ordre, à travers la demande. C'est un scénario où l'activité industrielle se localise et où on a une préférence pour le Made in France. On a ensuite un scénario S2 de coopération territoriale où les pouvoirs publics ont une importance forte, où les maîtres mots sont la sobriété et l'efficacité, avec un développement de l'économie circulaire et un fort levier de réindustrialisation sur certains secteurs. On a ensuite un scénario 3, technologie verte, dans lequel le progrès technologique guide la transition et en particulier, et on va y revenir, c'est un scénario dans lequel la décarbonation de l'industrie se fait à travers la décarbonation du mix énergétique et donc qui permet de maintenir des niveaux de consommation avec une baisse plus modérée des niveaux de consommation par rapport aux deux précédents scénarios. Donc, c'est le scénario de l'électrification et d'hydrogène, on va y revenir. On a ensuite un scénario 4, pari réparateur, dans lequel les leviers de décarbonation sont moins développés, hormis un, qu'il s'agit du captage du CO2, qui permet donc de faire un pari sur le captage du CO2, qui permet de décarboner l'industrie et de préserver des modes de consommation stables par rapport à aujourd'hui. Donc, Quentin, je me permets juste de vous interrompre. N'hésitez pas à lancer votre caméra, on ne vous voit pas, comme ça permet aux participants d'avoir une vue d'ensemble. Merci. ok, c'est bon comme ça? Oui, parfait, merci. Très bien. Donc, on a un levier d'électrification qui se développe surtout dans le scénario 3, dans lequel elle est vraiment développée, et légèrement dans le scénario 4. Dans les autres scénarios, ce qui se passe, c'est qu'on a une compétition avec d'autres leviers de décarbonation, et au niveau en particulier du changement de combustible, puisqu'on peut avoir le choix entre garder des combustibles existants, donc garder les procédés existants donc qui sont basés sur la combustion de combustible, ou passer à l'électrification. Et il peut être plus simple de simplement changer le combustible
et donc garder ces procédés à peu près inchangés plutôt que de passer à l'électrification. Et on le retrouve en particulier sur les scénarios S1 et S2, où on a accès à un gaz réseau qui est très décarboné. Et également, on va pouvoir avoir accès à une forte pénétration de la biomasse, puisqu'on a une disponibilité en biomasse qui peut être directement brûlée dans les procédés industriels, à hauteur de près d'un quart des consommations de combustible dans l'industrie sur le scénario 1. Donc, comme on le voit sur les scénarios 1 et 2, on a un contexte défavorable à l'électrification du fait de faible consommation d'énergie et de moindre investissement dans le cadre de ce scénario de sobriété et d'efficacité. Donc, moins de consommation d'énergie, ça veut dire moins d'incentives pour décarboner avec beaucoup d'investissements, et aussi l'évolution des modes de production au niveau de la sobriété qui fait qu'on a moins de capacité d'investissement pour passer sur d'autres procédés. De la même manière, dans le scénario 4, comme on fait un pari sur le levier du captage du CO2, du CCS, on a moins besoin également de passer à l'électrification. En revanche, sur le scénario 3, on fait l'hypothèse qu'il y a un fort déploiement des réseaux électriques à hydrogène à travers un soutien de l'État pour permettre la pénétration de ces technologies. Alors, simplement pour rappeler qu'il y a plusieurs leviers d'électrification. Là, on a surtout parlé d'électrification directe, donc ce qui correspond au passage à l'électricité, donc prendre juste de l'électricité des réseaux dans ces procédés, en changeant ces procédés. Mais on a également deux modes d'électrification indirecte. Le premier, c'est l'utilisation d'hydrogène, qu'on retrouve dans les scénarios 2 et 3, où on prend de l'hydrogène qui aura été formé par électrolyse, donc à partir d'électricité. Et un deuxième levier d'électrification indirecte qui est la consommation de gaz, puisque dans le gaz réseau des scénarios 1, 2 et 3, on a une part non négligeable de syngaz, donc une part de gaz qui aura été produite par méthanation via power to gas, donc à partir d'électricité, à partir d'hydrogène et d'électricité. Donc on aboutit à des niveaux d'électrification variables selon les scénarios, mais si on cumule tous les types d'électrification, on atteint quand même 50% d'électrification sur les scénarios 2 et 4, et jusqu'à 60% d'électrification directe et indirecte sur le scénario 3. Maintenant, on va rentrer un peu comme avait présenté Enea, sur les hypothèses qu'on a prises en compte dans ces scénarios au niveau des usages d'électricité pour l'électrification des procédés. Et donc, on a considéré en particulier les usages séchage, évaporation et distillation, opération thermique, et d'autres procédés qui sont globalement assez électrifiés, comme la force motrice, l'éclairage, etc., qui sont globalement électrifiés. Donc, sur ces procédés séchage, évaporation et opération thermique, à basse température, on a accès à des technologies matures. Donc, on a parlé des pompes à chaleur, de la compression mécanique de vapeur, des résistances, qui permettent d'accéder à un fort potentiel d'électrification, en particulier dans l'agroalimentaire, la chimie organique ou le papier et carton. Et donc, pareil, on voit que c'est sur le scénario S3 qu'on a poussé le plus fort ces niveaux d'électrification. Et par contre, on voit au niveau des opérations thermiques qu'il y a une partie assurée qui correspond à des procédés thermiques qui sont à haute température, sur lesquels on va avoir de plus grandes difficultés à électrifier. Néanmoins, sur le scénario 3, on considère qu'il y a une forte poussée de recherche et développement qui permet d'atteindre 72% d'électrification des opérations thermiques, donc, sur ce scénario. Et donc, on pousse le potentiel sur les opérations thermiques à 65% au final sur le scénario S3. Donc, ça concerne en particulier le verre ou la métallurgie avec des fours à induction ou à conduction. Là, on a parlé d'usage électrifié sans changement de filière. Ça veut dire qu'on va simplement remplacer les procédés en passant des usages combustibles à des usages électriques. Mais on a d'autres méthodes pour électrifier qui sont plus lourdes et qui demandent de reconsidérer la manière dont on produit et de changer quelque part la stratégie industrielle. Généralement, ce sont des changements de voie de production qui sont basés sur l'usage d'hydrogène issu d'électrolyse. Donc, et ça concerne particulièrement les scénarios 2 et 3. On a trois secteurs principaux qui vont être concernés par cette électrification indirecte. D'abord, le secteur de la sidérurgie, dans lequel, d'abord,
on va chercher à se départir de la filière aux fourneaux qui concentre la plupart des émissions du secteur et aller vers les filières électriques, donc vers des fours à arc électrique utilisant de la ferraille pour produire de l'acier. Ça, on le retrouve dans les scénarios 1, 2 et 3. Et ensuite, on va passer à l'usage d'hydrogène, avec d'abord dans les scénarios 2 et 3, l'apparition d'une nouvelle filière cruciale pour la décarbonation de l'acier, dans laquelle on utilise de l'hydrogène pour pré-réduire le minerai de fer, avant de le passer dans un four. Donc ça, on le retrouve, c'est la partie rouge qu'on trouve en bas sur le petit graphe. Ça correspond à la filière DRI-EAF dans les scénarios 2 et 3. Sur le scénario 3, on a également une injection d'hydrogène dans les hauts fourneaux qui subsiste, c'est ce qu'on trouve en bleu foncé, dans les hauts fourneaux qui comportent du CCS, du captage de CO2. Ensuite, dans la chimie, au niveau du méthanol, la production de méthanol dans les scénarios 2 et 3 se fait à partir d'hydrogène électrolytique et de CO2 capté. Et donc ça demande en fait, on cherche dans l'ensemble des scénarios à relocaliser la production de méthanol, et la forte présence d'hydrogène dans les scénarios 2 et 3 permet de considérer cette voie de production qui est de rupture. Ça va avoir une utilité aussi dans la filière plastique, puisque d'abord dans le scénario S3, on a une production 100% électrifiée, puisqu'on a une électrification totale des vapocraqueurs dans la filière plastique qui produisent les oléfines, et les oléfines qui sont la base de la production des plastiques, c'est le composant de base pour produire des plastiques. Et on a également une nouvelle filière qui apparaît de production d'oléfines à partir de méthanol, donc de méthanol produit à partir d'hydrogène électrolytique et de CO2, qu'on retrouve en rouge sur le scénario S3 en dessous. Enfin, dans le secteur de l'ammoniac et des engrais, on a déjà une consommation d'hydrogène, mais actuellement qui est consommée à partir de reformage de gaz naturel, et on va passer à un hydrogène par électrolyse dans les scénarios 2 et 3. Et pour terminer, je vais simplement rappeler que l'ADEME, effectivement, comme il a été souligné précédemment, déploie plusieurs appels à projets pour l'électrification de l'industrie, qui vont à la fois concerner l'accompagnement de la décarbonation de zones industrielles, ce qui correspond à l'appel à projet ZIBAC, et ensuite aller sur toute la chaîne de la R&D, de l'innovation au niveau des équipementiers, au niveau du déploiement de premières réalisations industrielles, au niveau de l'industrialisation, où on cherche à massifier les solutions innovantes à travers l'appel à projet Solimbac, et au niveau du déploiement, avec un soutien au CAPEX et à l'OPEX, avec l'appel à projet Industrie Zéro Fossile, dont les volets 2 et 3 peuvent concerner l'électrification. Et simplement, on a dès après-demain un webinaire qui présentera le volet Decarb Flash, qui sera prochainement lancé. Donc j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention, et idem, s'il y a des questions, je peux les prendre. Ouais, merci beaucoup, Quentin. Alors, je regarde, mais je crois qu'on n'a pas de questions pour le moment. Très bien. Moi, je pense que c'était très clair. Je vais reprendre la main sur la présentation. Peut-être juste un petit mot, hein, pareil, hein, si parmi nos adhérents ou les participants, vous souhaitez qu'on vous aide aussi à faire le lien pour répondre aux différents appels à projets et à faire le lien avec l'ADEME, ben, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, et si vous avez des questions, bah, il y a le chat, hein, donc on reste tous connectés encore un petit peu, le temps de conclure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Oui. Super, très bien. Et ben, je vais tout de suite laisser la main à Jacques pour la partie conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Me revoilà. Écoutez, quelques points de conclusion sur cette étude, et puis je vais tenter aussi d'ouvrir un tout petit peu par rapport aux autres interventions qui ont pu être faites et que je trouve très enrichissantes, puisqu'elles montrent que derrière, au-delà d'une étude un peu théorique qu'on a pu faire, il faut le reconnaître, voilà, avec un certain nombre de limites, il y a de réelles
d'une part, technologies qui existent pour faciliter cette transformation, et puis des offres de services comme le présentait Energy Pool également, qui permettent, et des projets concrets comme celui du JTEC, qui permettent de montrer qu'en fait la réalité est maintenant et que les modèles d'affaires existent et les technologies aussi. Peut-être quelques points de conclusion qui reprennent un petit peu notre synthèse, et puis avec quelques ouvertures, mais je pense que le premier point, c'est de retenir que l'électrification, c'est une voie véritablement crédible de décarbonation de l'industrie. On l'a vu, c'est 12% d'émissions en moins, ça correspond à 11 millions de tonnes de CO2 par an qui peuvent être économisées, qui se compare aux 440, je crois, millions de tonnes qu'il faut qu'on abatte d'ici 2050. Donc vous voyez que ça va pas régler tout le problème, mais en réalité, c'est un levier qui permettrait vraiment d'apporter une décarbonation de l'économie française, et me semble-t-il assez facile à actionner. Donc ça, je pense que c'est un premier message qui me semble important. Peut-être, juste pour mettre en perspective quelques éléments financiers, on a fait l'exercice dans le rapport d'estimer un petit peu à quoi correspondrait, quel investissement serait nécessaire justement pour atteindre cette électrification. Ça se chiffre à peu près à 6 milliards d'euros. Donc je ne parle que de coûts CAPEX, on n'a pas évalué les OPEX supplémentaires qui pourraient être faits, mais voilà, 6 milliards d'euros pour abattre 11 millions de tonnes de CO2. On est dans des ordres de grandeur qui sont intéressants, je trouve, et qui permettent véritablement d'actionner des choses assez rapidement. 2035, c'est dans un peu plus de 10 ans, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà, et je pense qu'il y a un autre message qui est que des gisements existent dans quelques secteurs, des gros gisements existent dans quelques secteurs. On l'a vu dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans la papeterie, etc. Et notamment justement dans ces secteurs qui opèrent à basse température, avec des solutions techniques aujourd'hui qui existent. Voilà. Et en réalité, quand on regarde un petit peu ce que ça pourrait représenter, en fait, on pourrait facilement à 2035 augmenter par 4 ce taux d'électrification. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, pour illustrer un petit peu le levier que ça représente. Peut-être un point quand même sur les conditions économiques. On l'a vu à la fois sur les scénarios que nous avons pu utiliser d'Enerdata, qui sont, pour répondre à une question qui a été posée sur le chat, qui modélisent justement des scénarios de mix énergétique, d'évolution de consommation, etc., divers et variés. Et à la fois dans la présentation de l'ADEME, je crois que les conditions de marché peuvent être très favorables, et donc initier un certain nombre de transformations de ces procédés. Pour autant, évidemment, l'industrie fait face à une incertitude. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il y a des incertitudes sur les prix, sur les marchés internationaux, sur la réglementation également, etc., etc. Et donc, selon nous, l'un des messages de cette étude, c'est aussi que oui, l'industrie peut s'y mettre avec des conditions aujourd'hui qui sont ce qu'elles sont, mais un soutien des pouvoirs publics est très certainement utile, si ce n'est pour subventionner, au moins pour atténuer les risques marchés, réglementaires, etc., qui peuvent exister. Donc ça, je pense que c'est un point qui nous semble important. Voilà, peut-être un point pour faire le lien aussi avec nos objectifs de stratégie nationale bas carbone notamment. Je vous l'avais dit en préambule, la stratégie nationale bas carbone, aujourd'hui, elle dit, alors ça va évoluer bien entendu, mais elle dit qu'à 2030, on cherche à avoir 41% de taux d'électrification de l'industrie. Aujourd'hui, on est à 39%. Donc, autrement dit, les ambitions sont assez raisonnables, pour ne pas dire un peu limitées sur cette question. Ce que montre l'étude spécifiquement d'ENR, et puis on voit bien que sur l'ADEME, l'étude de l'ADEME aussi peut corroborer d'une certaine manière ces chiffres, ou en tout cas dire que dans certains cas de figure, ça peut être réalisé. Nous, ce qu'on dit, c'est que au pire des cas, on peut augmenter de 13% et non pas de 2%. Et dans le meilleur des cas, on peut augmenter à 21% cette part d'électrification. Donc on peut avoir en fait des ambitions qui sont plus importantes par rapport à la SNBC. Donc c'est un message peut-être au pouvoir public qui est de se dire, voilà, il y a un levier qui existe. On a montré que ce n'était pas complètement délirant sur le point de vue technique et économique. Et en plus, on peut l'actionner assez rapidement à horizon 2035. Voilà. Je propose peut-être de passer à la slide suivante, voilà, qui sera ma dernière. Voilà, je pense aussi, il y a, dans les apprentissages, je parlais un tout petit peu des technologies, c'était une question d'éviétage. Ce qu'il faut retenir, c'est que 50% du potentiel d'électrification dont on parle dans notre étude repose sur des technologies qui sont à déployer à grande échelle et qui sont basées sur des process relativement simples, encore une fois,
des résistances électriques, pour les nommer. Voilà, donc en fait, il y a sur 50% du gisement quelque chose qui est technologiquement et industriellement aussi déployable assez facilement. Sur les 50% restants, il faut noter que c'est quand même des technologies qui sont plus spécifiques, qui ne peuvent pas être déployées aussi facilement à grande échelle, qui sont à haute efficacité, typiquement les pompes à chaleur. Et donc, il faut bien garder en tête aussi cette diversité de solutions lors de la mise en place d'éventuelles subventions ou d'aides, etc., ou de contextes réglementaires qui permettent de les installer. Car en réalité, vous voyez que 50% du sujet est complexe, 50% aussi un peu plus simple, mais il nécessite quand même une industrialisation. Voilà, et donc en corollaire, c'est que aussi du point de vue des aides qui pourraient être déployées pour cette électrification, selon nous, il faut vraiment raisonner en fonction des typologies de technologie sur des aides qui peuvent être sur du CAPEX. Les pompes à chaleur, ça coûte très cher, ensuite en opération, ça coûte un peu moins cher, ou sur le fonctionnement en OPEX, par exemple sur les résidences électriques, pour faire un peu un point caricatural, elles sont moins chères en CAPEX naturellement, et puis par contre, ayant des rendements un peu moindres, elles sont dans le coût d'exploitation, dans les OPEX, elles sont plus importantes. Donc encore une fois, c'est pour avoir une lecture très nuancée des aides qui pourraient être déployées. Voilà, et puis gardez en tête encore, ce sera mon point un peu final, que cette solution, elle n'adresse pas tout, hein. On a vu qu'il y a 171 TWh dans notre étude, on a vu que dans l'étude de l'ADEME aussi qu'il y avait tout un tas de gisements qui n'étaient pas forcément électrifiables dans toutes les conditions de marché. Donc, gardez en tête aussi que voilà, une partie de la solution réside ailleurs pour des raisons techniques. Par exemple, le ciment, aujourd'hui, on n'a pas trouvé toutes les solutions pour mettre des fours électriques, les tuiles aussi, etc. Ou pour des raisons économiques. Et donc, voilà, je vous invite en tout cas à garder en tête ce point-là. Et puis, peut-être pour faire la publicité pour un autre webinaire qui est organisé par Alice le 21 juin, je crois, nous avons également réalisé une étude sur la décarbonation par des gaz verts, en tout cas des gaz décarbonés, que ce soit du biogaz ou de l'hydrogène. Justement, cette étude vise à étudier les solutions qui sont complémentaires à l'électrification pour aller décarboner l'industrie. Donc, je vous invite vraiment à participer. Ce sera vraiment assez complémentaire de ce webinaire aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Jacques. Effectivement, tu fais bien la transition avec la slide suivante. Donc, juste vraiment quelques derniers mots pour terminer. Les résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui sont issus d'un travail qu'on a mené donc, en 2021 au sein d'Alice et pour lequel il existe une synthèse publique donc, que vous trouverez sur notre site. Et puis, un rapport beaucoup plus conséquent qui va plus dans le détail, qui est lui, bien sûr, réservé à nos adhérents. Donc, le sujet sur l'électrification des procédés et puis un deuxième, même exercice sur la partie gaz décarboné pour lequel le webinaire public aura donc lieu la semaine prochaine, même heure, même jour. Et dernier point, peut-être pour conclure, c'est notre prochain gros rendez-vous qui sera le forum FIRE sur la récupération d'énergie qui aura lieu à Lyon le 20 septembre et qui est organisé bien sûr avec le CETIAT qui est à l'origine de cet événement. Voilà, donc avant de vous dire au revoir à tous, je voudrais encore une fois remercier nos 4 intervenants pour leur disponibilité et les échanges. Merci aussi à tous les participants qui nous ont suivis jusqu'au bout ou presque. Et puis, je vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour le prochain webinaire. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.